Chapitre 11. C'est ma sœur. Lucas, à son tour, demeura statufié. Il désirait, de toutes ses forces, de toute son âme, porter ses yeux sur ces lettres tracées d'une main ferme et nerveuse, dont il reconnaissait la graphie, pour avoir tant de fois lu et relu les mots de la correspondance que sa mère avait conservée de lui. L'écriture de Franck Pesteil. Cette lettre, dont il sentait le grain épais sous la pulpe de ses doigts, il avait rêvé toute sa vie de la lire. Maintenant qu'il la tenait enfin, il avait peur. Peur de ce qu'il allait y trouver. Il lui fallut tout son courage pour entamer la première ligne de la confession de son père. Sophie, et toi, Lucas, c'est d'abord à vous que je m'adresse. Je ne sais pas quoi vous dire, à tous les deux. Cette confession arrive bien trop tard. Je m'en doute. Le mal est fait. Les plaies depuis longtemps cicatrisées. Je m'en voudrais de les réouvrir. Ça, c'est ce que tu crois, papa, songea Lucas en sentant la boule familière gonfler dans sa gorge et sa poitrine. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Et je ne le demande pas. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis un monstre d'égoïsme qui vous a froidement abandonné, car rien n'est moins vrai. Quand je suis arrivé en Télucidar, par le bassin de cette fontaine, en plein milieu de Panchir, j'étais à moitié mort. Le chemin par lequel j'étais arrivé était irrémédiablement coupé. J'étais tombé dans un gouffre au début de ma descente. Ma corde avait été coupée, je ne sais comment, en frottant contre la roche sûrement. Heureusement, je n'étais tombé que de 6 mètres, mais j'étais dans l'impossibilité de grimper la paroi pour rattraper ma corde et remonter. Je ne pouvais que m'enfoncer plus profondément dans les ténèbres, ce que j'ai fait. Quelque temps plus tard, un tunnel s'est effondré derrière moi, et j'ai failli être enseveli vivant. Je n'avais aucune chance de revenir par ce chemin. Des semaines, j'ai erré dans les ténèbres, puis dans cet étrange puits où brillait le feu du magma et régnait une chaleur étouffante. Combien de temps a duré mon périple? Je ne sais pas. Des semaines sûrement. Je ne vous décrirai pas ici ce que j'ai vu. La plupart du temps, je délirais. Mais je garde des impressions, des visions extraordinaires, et puis la chaleur, le froid, la soif, la solitude, un long cauchemar de ténèbres, où je lapais à même la roche le moindre filet d'eau, la moindre humidité. Ce serait trop long et fastidieux ici de vous décrire cette effroyable plongée dans l'inconnu. Quand l'impression que j'avais de descendre de plus en plus profond s'est soudain transformée en montée. J'étais épuisé, mais je croyais enfin avoir trouvé une galerie ascendante qui me ramènerait vers la surface. C'était bien le cas. Mais la surface vers laquelle je me dirigeais n'était pas celle que je croyais. Ce voyage, je serais incapable de vous le décrire, et je ne m'y essaierai pas. Ce n'est ni l'heure ni le lieu. Mais sachez tous les deux que je suis mort un peu dans cette traversée infernale, avant que les gens de Panchir ne me trouvent, sortant de la bouche de la fontaine comme une apparition d'outre-tombe. Mes blessures étaient graves, mon état général plus encore. Je n'étais plus qu'un cadavre ambulant et déshydraté avec la peau sur les os, et c'est un miracle que je m'en sois tiré. Un miracle que je dois en grande partie au médecin particulier du roi Euryclès et à Chryséis, sa sœur, qui restait à mon chevet tout le temps où la fièvre me consumait. Elle a changé mes pansements, m'a fait boire des décoctions qui m'ont guéri, sans jamais renoncer, même quand je hurlais et gesticulais dans mon délire. Elle était belle, douce et forte à la fois, et fascinante, tellement différente de tout ce que j'avais connu. Comme ce monde où j'étais parvenu, après ces semaines de solitude. Et moi j'étais si seul, si persuadé de ne jamais revenir. Quand j'ai été rétabli, pourtant, je n'avais encore que vous en tête, et le désir de vous retrouver.
J'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé, des mois durant, de revenir, par ce chemin que j'avais pris. Puis, quand j'ai compris que ce serait impossible, par d'autres, j'ai cherché, encore et encore, une autre grotte, un autre passage. 100 fois encore j'ai risqué la mort. En vain. Était Lucidar, ce monde à la fois fascinant, effrayant, fabuleux, était là, tout autour de moi, et chaque fois que je revenais, Chryséis m'attendait, me soignait, me réconfortait de sa présence, de son intelligence, de sa douceur. Je ne suis qu'un homme, Sophie. Je ne prétends pas être autre chose. Vous étiez perdue pour moi, irrémédiablement, toi et notre Lucas. Alors oui, j'ai cédé, au plus vieux sentiment de ce monde, à l'appel le plus primordial de notre nature, l'amour, le réconfort de notre, du nôtre. J'ai épousé Chryséis et en même temps qu'elle son monde, auquel j'appartiens maintenant, comme je lui appartenais, avant qu'on ne la tue. Si je ne suis pas revenu quand les courtilières ont commencé à faire la navette entre Télucidar et la surface, c'est tout d'abord parce que j'avais peur. Peur de quitter Télucidar, ce monde qui était devenu le mien, un monde au-delà de tout ce que j'avais rêvé enfant. Je craignais qu'on m'empêche de revenir, qu'on me retienne. J'étais devenu un citoyen de Panchir, et je dois avouer que j'ai maintenant du mal à me souvenir de la manière de vivre des surfaciens. Je crois que je serais incapable de me réadapter. Mais même si je l'avais voulu, je sais maintenant que jamais je n'aurais pu vous revoir, car la Telcorp ne m'aurait pas laissé retrouver ma liberté. Je suis sûr que le précédent message que je vous ai envoyé, et que j'avais confié à l'équipage de la première courtilière, ne vous est jamais parvenu. Comme je suis persuadé que personne, en dehors de la Telcorp, ne connaît là-haut l'existence de Télucidar. La Telcorp n'a aucune envie d'avoir à rendre des comptes à qui que ce soit pour les exactions qu'elle commet ici. Et croyez-moi si je vous dis qu'elle n'a pas grand-chose à envier aux pires dictatures de l'histoire humaine. Vous n'imagineriez pas les saloperies que les hommes peuvent faire quand ils se croient en impunité. La Telcorp n'avait vraiment aucun intérêt à ce que je revienne à la surface, et encore moins que je parle à d'autres de Télucidar, avant même ce qui s'est produit depuis la prise de pouvoir par Sipan et son parti humaniste. Mais depuis, et surtout maintenant que je suis devenu le chef de la résistance de Panchir, rien ne pourrait plus desservir ses desseins. Pour la Telcorp, je suis l'ennemi numéro 1, l'épine dans leurs pieds, l'homme à abattre. Sophie, et toi, Lucas, mon garçon que je ne connais pas, je vous demande pardon pour mon absence, pour cet abandon. Sachez que ce sont les circonstances seules qui nous ont séparés. Vivez votre vie, vivez-la sans moi, mais je vous en prie, ne m'en veuillez pas. J'espère que tu as refait ta vie, Sophie, et que tu as trouvé un homme bien pour partager ton existence et t'apporter le bonheur que tu mérites. Un homme qui sait aimer et qui aime aussi notre garçon. Je le souhaite de tout mon cœur. Celui qui fut ton mari et qui reste ton ami, de l'autre côté de la terre. Franck. Lucas sentait une humilité involontaire lui brûler les paupières, qu'il essuya d'un revers de manche rageur. T'as tout faux, papa, sur toute la ligne. Il glissa un regard vers Patrick, qui l'observait, attentif et soucieux, et se dit, avec équité, que sa mère avait bien trouvé quelqu'un pour l'aimer et le traiter, lui, comme son fils. Quelqu'un qu'il croyait jusqu'alors connaître, et à qui s'adressait la seconde partie de la lettre, introduite par ces mots. Sophie, pourrais-tu transmettre la suite de cette lettre à Patrick, s'il est encore de ce monde, et si tu sais où le joindre? Je te demande beaucoup, j'en ai conscience, mais songe, même si tu m'en veux, que je ne le fais pas pour moi, mais pour des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et d'êtres sensibles, qui, là-bas, en bas, souffrent et meurent à cause de la Telcorp, et pour l'avenir de notre enfant et de l'humanité. Crois-moi, je n'ai pas le temps de t'expliquer dans ce mot, mais il en va du devenir même de ce monde et de tous ceux qui le peuplent. Bravo, papa, ça c'est de l'accroche, ne put s'empêcher de songer Lucas,
essayant de décharger un peu l'émotion qui le tenaillait et faisait trembler ses doigts. Il mourait d'envie de continuer et lança un regard à Patrick pour lui demander son autorisation. Ce dernier hocha la tête en silence. Lucas revint donc aux lettres précises et nerveuses tracées sur le papier grumeleux par la main de son père. Patrick, je sais tout ce qui nous sépare, et nous a séparés ces longues années. Et je me doute que tu vas me trouver gonflé de revenir maintenant vers toi, justement pour te demander de faire tout ce que je te reprochais là-haut, et ce que tu as toujours su le mieux faire, te battre. Les yeux de Lucas quittèrent la lettre et se posèrent sur son oncle, comme pour faire cadrer le personnage qu'évoquait son père et celui qu'il avait toujours connu. Et à cet instant, devant ce nouveau Patrick, qui le considérait avec un regard et une expression qu'il ne lui avait encore jamais vus, se surprit à y croire. Il revint à la lettre. « Crois-moi, si j'avais pu, j'aurais demandé l'aide de quelqu'un d'autre. Mais en matière de mercenaires, je n'aurais confiance en personne à part toi. Et nous avons, tous ces gens ici et moi, désespérément besoin d'aide. Nous sommes inférieurs en nombre, en armes. La lutte est par trop inégale. Les nôtres sont pleins de bonne volonté et portés par la foi dans leur bon droit et le désir de revanche. Ils sont courageux et n'ont pas peur de se sacrifier pour leur cause. Ils sont chez eux et défendent leurs terres et les leurs, mais ça ne suffit pas. J'ai pris leur tête parce que je connais mieux les capacités des armes et du matériel de la Telcorp. Mais je ne suis pas un soldat, et encore moins un stratège ou un tacticien. Toi, tu as passé ta vie à te battre, depuis la cour de récréation. Jamais tu n'as refusé un combat. Tu ne te couchais devant personne, même quand le type faisait 3 têtes de plus que toi. Et tu n'as pas changé. Non. Décidément, Lucas ne parvenait pas à croire les mots qu'il lisait. Patrick, qui passait ses journées à éviter le moindre conflit. Ses yeux glissèrent une fois de plus vers le visage tout en angle de son oncle, son regard à l'acuité dérangeante, et il devina combien ce Patrick-là avait dû se faire violence toutes ces années pour ne jamais répliquer aux provocations afin de se racheter une respectabilité. Pourquoi, se demanda-t-il un instant, avant que la réponse ne s'impose d'elle-même. Pour moi. Ému, il reprit sa lecture. Je n'ai jamais compris pourquoi tu t'es engagé dans l'armée, à 16 ans. Je crois que je t'en ai voulu de m'avoir abandonné, de m'avoir laissé seul, moi qui comptais toujours sur toi pour me défendre. Puis quand tu as quitté l'armée, pour devenir mercenaire après l'histoire avec... Ah, au diable. C'est du passé maintenant. Ce qui importe, c'est le présent. C'est l'avenir. Patrick, ils vont détruire la Terre, ou à tout le moins la rendre invivable pour la plupart d'entre nous. Les habitants de Télucidar ne sont que les premières victimes. Bientôt, ceux de la surface aussi vont payer le prix de leur folie et de leur avidité. Oui, même Sophie, Lucas et toi. Nous avons besoin de toi ici, Patrick. Et même si tu ne venais pas pour toutes ces raisons, même si tu devais rester mercenaire jusqu'au bout, nous avons de quoi te payer au-delà de tes rêves les plus fous. Mais avant toute chose, et s'il te reste encore un peu d'amour pour moi, malgré tout ce qui nous sépare, je te demanderai de venir pour tous ces gens. Ils n'ont pas mérité ça. Pas plus que ma fille, ta nièce. Je ne t'en dirai pas plus. Je ne peux décider à ta place. Fais ce que tu dois, en ton âme et conscience. Ton frère, Franck. Ces 2 dernières lignes, Lucas les vit à peine, tant son regard s'était arrêté sur 2 mots qui venaient de le poignarder comme un coup en plein cœur. Levant le nez de sa lettre, il posa les yeux sur Corée qui, de nouveau assise sur le canapé de cuir fatigué, le fixait elle aussi, attentive et silencieuse, et ne put s'empêcher de demander. « Sa fille ?»« Moi ?» répondit-elle aussitôt avec un naturel désarmement. « Vous êtes ma... » commença Lucas qui ne put finir. Tout son monde s'écroulait. Comme si cela ne suffisait pas, Patrick éclata d'un grand rire. « Oh, c'est parfait, vraiment parfait.
Désignant Lucas d'un grand geste, il annonça: Eh bien, votre Majesté, laissez-moi vous présenter votre frère. Ce fut au tour de Corée d'ouvrir de grands yeux. Ils demeurèrent tous deux immobiles, se fixant par-dessus la table basse avec un mélange de sentiments qu'ils auraient été bien en peine de définir. Kshan se leva. Comme c'est émouvant! Les membranes transparentes balayèrent un instant ses grands yeux d'autruche. Saisissant Corée par les épaules, il la fit se lever. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? C'est ton frère, va donc l'embrasser. Le fixant à présent avec un regard timide, la jeune fille fit un pas en avant, puis deux, contourna la table et s'approcha de lui. Lucas, sortant de son immobilité, comme il se serait déplacé dans un songe, s'avança à son tour. Ils se firent face, se fixant tous les deux avec une étrange gêne, incapables de prononcer un mot ou de faire un geste. Kshan poussa Corée dans le dos pour qu'elle franchisse l'espace qui les séparait encore. Elle était tout près de lui à présent. Il pouvait suivre les lignes du tatouage complexe qui rehaussait ses immenses yeux mauves, à cet instant luisant d'une étrange fièvre, sentir son parfum de miel épicé, son souffle sur son visage. Je suis heureux de te connaître, balbutia-t-il. Ce fut elle qui prit les devants et vint le serrer dans ses bras. Il sentit son petit corps chaud et souple se mouler contre lui, ses formes se pressaient contre sa chair alors qu'elle posait sa tête sur son épaule. Tétanisé, seulement conscient de ce feu sacrilège qu'il sentait soudain gronder en lui, il demeura immobile jusqu'à ce que ses bras se lèvent comme de même et ne lancèrent à leur tour, brièvement, mais avec une fougue qu'il ne put contenir, tant il avait l'impression d'étreindre la vie elle-même. Il la sentit un instant qui se raidissait, reculait un peu le visage pour le fixer de ses grands yeux étonnés qu'habitait soudain une flamme trouble, entendit sa respiration oppressée. Il la repoussa, avec plus de vigueur qu'il ne l'aurait voulu, comme il l'aurait fait d'une braise. Elle tituba, se rattrapa de justesse, les yeux toujours dans les siens, pour répondre, le souffle court. « Moi aussi, je suis heureuse de te connaître. »« Mon frère ?» Elle avait prononcé ces deux mots d'une voix appuyée, comme si elle avait voulu se pénétrer de leur sens, l'imposer à sa conscience, comme il s'imposait à celle de Lucas. Qu'était ce sentiment qu'il devina dans son œil quand elle détourna la tête? Du regret? De la détresse? Ou bien se faisait-il des idées? Projetait-il dans l'améthyste brillante son propre tourment? Corée, coupant court à toute effusion, suppliait déjà Patrick. « Capitaine Pestey, vous devez nous aider. Nous avons besoin de vous, de votre connaissance de la guerre des Surfaciens, de leur technique, de leur stratégie. Sans vous... » Lucas, cherchant à échapper à cet étau qui comprimait sa poitrine, réagit. « Votre science de la guerre ?» Même après avoir lu la lettre de son père, et malgré ces subtiles transformations qu'il avait devinées chez son oncle, il ne parvenait toujours pas à superposer le Patrick qu'il connaissait avec celui que Corée recherchait. Patrick qui répondait déjà, péremptoire. « Non. C'est fini tout ça, c'est derrière moi maintenant. J'ai juré. Pourquoi nous refuser votre aide ?»« Tu n'as jamais été photographe, hein ?» demanda Lucas un peu hors de propos, mais la question était sortie avant qu'il n'ait pu la retenir. Il croyait ne pas recevoir de réponse, et fut d'autant plus surpris quand son oncle tourna vers lui un regard coupable. « Non, je suis désolé de t'avoir menti, Lucas, mais je voulais tourner la page. Je voulais être pour toi un père, ou tout du moins un oncle respectable. »« Mais en quoi n'aurais-tu pas été respectable ?» demanda Lucas qui avait l'impression de découvrir que toute sa vie avait été un mensonge. Patrick s'emporta. « Enfin, Lucas, sois réaliste. Un mercenaire, un soldat de fortune, comme on nous appelle. Le genre de personnage que les gens aiment bien dans les livres. Mais de là en avoir un à côté de chez soi, dans son quartier, ça fait désordre. Personne n'aime ça. »« Un mercenaire ?» répéta Lucas d'une voix lointaine. « Un soldat tout d'abord, un commando.
Après, quand j'ai quitté l'armée, un mercenaire. Un mercenaire. Patrick. Patrick qu'il avait toujours cru inoffensif et incapable de la moindre violence. Et ça a duré longtemps? Oh, une dizaine d'années, répondit Patrick. C'est pas le boulot qui manque. Avec la situation géopolitique actuelle, on n'a jamais chômé. Sur tous les continents, ou presque, et ça payait bien. Ça consistait en quoi? Demanda Lucas, qui redoutait déjà la réponse. Principalement à renverser Machin pour mettre le truc à la place, ou bien aider Truc à résister au coup d'État fomenté par Machin. Nous autres mercenaires sommes très polyvalents. Et tu étais bon? Demanda Lucas avec l'impression de rêver. Plutôt, oui. Meilleur que pour rire de manière débile devant 4 mariages et un enterrement? Meilleur que ça, oui, répondit sobrement son oncle. Alors ça devait être pas mal. Pourquoi nous refuser votre aide? Le cri de Corée les tira de leur échange. Le cœur de Lucas se serra une fois encore quand il se retourna pour découvrir le visage tourmenté de sa sœur. Non, décidément, il n'y arrivait pas. Levé vers Patrick, la colère et le désespoir se partageant ses grands yeux violets. Ce dernier, s'il en fut ému, ne le laissa guère voir. « Je suis désolé, Majesté, mais vous arrivez trop tard. J'en ai fini avec ça. La page est tournée. Je n'ai pas affronté tous les dangers, manqué me faire tuer, traverser ce monde à bord de ce maudit engin, pour repartir seul parce qu'un lâche refuse de se battre. » Le mot frappa juste. Lucas, dans le silence qui suivit, en découvrant l'expression de son oncle, se dit qu'il avait été de trop. Il s'attendait à quelques répliques cinglantes et s'apprêtait déjà à s'interposer entre les deux, mais Patrick, les yeux cette fois glacés à en concurrencer ceux de Mikhail Kirov, se contenta de répondre. « Allez au diable !» Il fit demi-tour, se rendit au bar, et, lui que Lucas n'avait jamais vu avaler autre chose qu'un verre de vin au repas du soir, sortit la bouteille de whisky, qui prenait la poussière sur un des rayonnages depuis des années, et s'en servit une ration impressionnante qu'il s'empressa de porter à ses lèvres et de boire cul sec. Il reposait à peine son verre pour se resservir que Lucas s'approchait de lui. « Tonton, fous-moi la paix !» Le verre se remplit une fois de plus pour se vider aussitôt. Et recommencer. « Tu ne peux pas les laisser comme ça. »« Ah ouais? Je peux pas? » ?»« Bah tu vas voir. » Il allait lever le coude une fois encore quand Lucas posa sa main sur son bras pour l'interroger, les yeux dans les siens. « Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes ?» Les yeux tourmentés de Patrick revinrent à lui. « Ça me regarde. » Il dégagea son bras et avala son 3e verre de whisky pour se resservir aussitôt. Derrière lui, Lucas sentait les présences attentives et silencieuses de Corée et de Kshan qui attendaient, espéraient. « Écoute, quoi qu'il ait pu se passer, ne... » commença Patrick en levant la main, et l'expression de ses yeux aurait refroidi tout autre que Lucas, qui poursuivit pourtant. « Quoi qu'il ait pu se passer, tu ne peux pas faire ça. » Il ajouta, pris d'une inspiration subite, en désignant Corée. « C'est ta nièce !» Comme il devinait soudain le trouble et le doute dans les yeux clairs de Patrick, il poussa l'avantage. « C'est papa qui se trouve là-dessous, mon père et ton frère. Et tu vas le laisser tomber comme ça, et crever juste parce qu'il t'est arrivé une merde il y a 10 ans ?» Les yeux de Patrick revinrent sur lui. Lucas devina, dans leur bleu d'azur, une douleur profonde. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, de la vie de mon père et de milliers, de millions d'autres personnes. Tu les as entendus, » ajouta-t-il en désignant leurs 2 visiteurs. « Tu as compris ce qu'ils disaient. » « Et qui n'est pas prouvé, » se défendit Patrick, mais sa voix manquait de conviction. « Tu crois qu'ils auraient fait tout ça pour nous mentir ?» Il leva la lettre de son père devant le visage de son oncle. « Et mon père, tu crois qu'il te ment lui aussi ?»« Je... » commença Patrick, qui étreignit sa bouteille de whisky comme il l'aurait fait d'un talisman. « Tu sais très bien que non. » Lucas soupira avant d'ajouter. « Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et je te demanderai pas. Mais quoi que ce soit, tu ne crois pas que c'est l'occasion de tout réparer ? De te racheter, une seconde chance. » Il y avait sur le visage de Patrick, alors qu'il fixait son neveu, quelque chose qui n'était pas loin d'être de l'admiration. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Lucas. La guerre, ce n'est pas un jeu avec des figurines. Quand on tire sur un type, il saigne vraiment, et il meurt. Et si tu te prends une bastos, tu meurs aussi, oui, ça, je sais. Non, tu ne sais pas. » Il désigna Corée. « Elle sait. Elle l'a vu. Elle l'a vécu. Lui aussi, ajouta-t-il, en désignant Kshan. Mais toi? Et moi quoi? Moi je veux sauver mon père, et je ne veux pas laisser ma sœur combattre ces types toute seule. Il recula d'un pas en direction de Corée. Alors tu m'excuseras, tonton, mais avec ou sans toi,
Moi, je vais avec eux. Patrick, une main tenant son verre, une autre la bouteille, les fixa quelques secondes en silence. Lucas crut qu'il allait se mettre vraiment en colère quand il éclata soudain d'un rire formidable pour clamer. « Putain de gosse! T'es bien tout le portrait de ton père, tiens. Passons pareil pour se mettre dans des situations pas possibles et m'appeler après pour venir à la rescousse. » Il secoua la tête en fermant les yeux. « Ah, je suis trop con. » « Ça veut dire que vous acceptez ?» s'enquit la jeune fille aux cheveux platines avec, dans la pupille, une petite lueur d'espoir, cette même lueur qui vacillait dans les grands yeux d'autruche du trou d'Antidée. Patrick leva la main. « On se calme. Même si je décidais de vous aider, comment retournerions-nous dans votre monde? Je vous signale que la foreuse que vous avez empruntée a dû retourner dardard à la Telcorp ce matin. C'est pas le genre d'engin qu'on laisse traîner à la vue de tous. Et même si c'était pas le cas, ils seraient tellement bien surveillés qu'on risquerait pas de le reprendre. » De toute manière, répliqua Corée, avec un haussement d'épaules, son cristal était complètement déchargé quand nous sommes arrivés à la surface. Il n'aurait pas permis de faire le retour. Patrick leva les bras au ciel. « Ça, c'est la meilleure. Et je peux savoir ce que vous aviez prévu ?» Corée répondit aussitôt. « De prendre une autre courtilière et de repartir dans l'autre sens. » Un sourire étira les lèvres de Patrick. « Prendre une autre courtilière. Rien que ça. »« Oh bah alors tout va bien. On lève le doigt, dès qu'on en voit passer une, on appelle. « Hé, taxi, s'il vous plaît, une course pour Télucidar. » Il ajouta très sérieux. « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mademoiselle ma nièce, mais des engins comme ça, on n'en voit pas tous les jours par ici. Pour tout vous dire, et jusqu'à cette nuit, on n'en avait encore jamais vu, et il m'est avis qu'on n'est pas près d'en revoir un autre dans les rues. »« Peut-être, rétorqua aussitôt la jeune dryade à la parure de métal, mais je sais où en trouver. »« Ah oui. Et où ? » ?»« À leur gare centrale, qui se trouve sous le complexe de la Telcorp, à l'aplomb du puits qui mène à Télucidar. »« Vous voulez dire le site du volcan ?» Corée hocha la tête. La main de Patrick claqua sur le plateau du bar. « Alors c'est réglé. Vous pouvez oublier et trouver autre chose. » « Nous n'avons pas d'autre possibilité. » trancha Kshan, qui s'était jusqu'alors tenu en retrait de la conversation. Patrick, ses deux mains à plat sur le bar, posa son front contre le bois, puis se redressa pour les fixer tour à tour. « Mais vous vivez dans quel monde ? J'ai été mercenaire, d'accord. Je sais me battre, manier un couteau, un pistolet, un fusil, un lance-roquette, voire un char s'il le faut. Mais je suis pas Terminator. » Ce dernier mot passa largement au-dessus de la tête des deux télucidariens, mais Patrick poursuivait déjà. « Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on va arriver en faisant toc-toc ? Et que ces types vont gentiment nous ouvrir la grille ? Pour nous laisser entrer ? C'est un site top secret, bon sang. Lucas le sait bien. Ça fait 10 fois qu'il se fait pincer. Les types qu'il garde ne sont pas des rigolos. T'en sais quelque chose, non ?» Ces derniers mots s'adressaient à Lucas. « Eh mince, on n'y voit rien ici, » pesta-t-il en se retournant pour appuyer sur un interrupteur et donner de la lumière. Les plumes en négrette du Coatli se dressèrent, ses membranes translucides battirent plusieurs fois. Lucas réalisa alors combien le jour avait décliné et se teintait maintenant des ors et du rouge du crépuscule. « Eh bien, nous nous battrons s'il le faut, » affirma Corée tremblante de colère et de détermination, sans pouvoir empêcher ses yeux de s'égarer vers les grandes fenêtres, avec un émerveillement mêlé de crainte. « Vous vous battrez. La bonne blague. À 3 contre 100. Et des types entraînés, des professionnels qui connaissent leur métier. » Il secoua la tête. « Non, votre majesté, vous n'avez aucune chance, et même avec votre joujou, là, vous ne passerez pas. Vous finirez au mieux au poste, au pire dans les locaux de la Telcorp. »« Ça jamais !» grinça la jeune fille en oubliant jusqu'à sa fascination pour le soir qui tombait. La détermination qui brillait dans ses yeux était presque effrayante. Plutôt mourir. Arrêtez de raconter des âneries et... La grotte ? Tous les regards, les deux humains et le dinosaurien convergèrent vers Lucas. « Quoi ?» demanda Patrick. « La grotte de mon... » Ses yeux glissèrent vers Corée. « Enfin, de notre père. Elle mène bien en Télucidar. »« Elle y menait, » corrigea Corée. « En fait, elle conduisait à une caverne, l'ancienne chambre magmatique du volcan, où se trouve l'entrée du puits qui mène à Télucidar. Et c'est précisément là que la Telcorp a installé sa gare des courtilières. On peut donc l'utiliser pour rejoindre la gare sans passer par le complexe et en évitant les gardes, insista Lucas. Je suppose, murmura Corée. Alors tout est résolu, s'exclama le jeune homme avec un sourire triomphal, que Patrick se chargea aussitôt de gommer. Minute. Je te signale tout de même que la grotte dont tu parles se trouve dans l'enceinte de la Telcorp, et que tu viens juste de t'en faire éjecter la nuit dernière.
Alors, je peux savoir comment tu comptes entrer? Un sourire narquois étira les lèvres de Lucas. Charles? Je te demande pardon. Charles, mon ami, le fils de Mikhaël Kirov. Il nous fera entrer. Le fils de Kirov. Les yeux de Patrick s'étaient une fois encore rétrécis. Je préférais ne pas avoir à confier ma vie à un Kirov. Lucas réagit aussitôt. Charles est mon ami. Jamais il ne me trahirait. Que tu crois? Méfie-toi de tous les Kirov du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, éluda Patrick, mais hors de question que je confie ma vie et la vôtre au fils de Michael. Alors tu proposes quoi? Contre-attaqua aussitôt Lucas. Je ne sais pas, mais... Patrick s'était à nouveau emparé de la bouteille et la levait pour se servir un nouveau whisky, quand un fait imprévu l'arrêta dans son geste. Le carillon du portail venait de résonner.